Bonsoir et bienvenue dans ce 19h, mesdames et messieurs. Nous ouvrons avec les titres préparatifs de l'examen du baccalauréat session de juin 2023. Eden TV a fait le constat des derniers travaux dirigés et organisés dans un collège de Cotonou. Vous suivrez les détails dans cette édition. Conférence de presse d'avant-match de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Le sélectionneur béninois a exprimé son intention de tenir tête au Sénégal. Et puis, hors de nos frontières, le président français Emmanuel Macron et le prince héritier d'Arabie Saoudite Mohamed Ben Salman demandent à mettre rapidement un terme à la vacance politique au Liban. Bonsoir à tous et merci de toujours prendre ce rendez-vous. Nous ouvrons avec cette information dans quelques heures. Les candidats au baccalauréat session de juin 2023 vont composer la phase écrite de cet examen. Au CEG Sainte-Rita, certains groupes d'élèves suivaient encore cette semaine les travaux dirigés. C'est aidé en cette période sensible. Leur seront-ils profitables? Suivez ce reportage de Grâce à Valigbe. Il ne reste plus que quelques heures pour affronter les différentes épreuves du bac 2023. Ces candidats aperçus au CEG Sainte-Rita font les derniers réglages à leur niveau. On ne sait jamais, on peut oublier certaines choses. Je suis venu à l'école pour me préparer et encore avoir plus de base sur mes niveaux de connaissances. Bon, je viens ici pour le TD, pour bien comprendre les trucs que je n'avais pas compris en fait. Donc c'est pour cela que je suis ici. Ouais, je suis candidat au bac, la série B. Ça se passe très bien. On est dirigé par les professeurs bien qualifiés. Le temps qu'ils courent ne les a pas affectés. Ce jeudi, pendant qu'ils étaient en plein travaux dirigés, une forte pluie s'est abattue sur Cotonou et environ. On doit s'attendre à tout. Après le bac, on pourra se reposer comme on veut. Nous avons des trucs à réviser à l'école et à la maison. Bon, on n'est pas censé apprendre comme il le faut, quoi. Donc, on vient à l'école pour le faire. Et là, vous avez fini une partie, vous êtes à la pause? Ouais, on est à la pause, mais on va recommencer très bientôt. À leurs heures de pause, justement, nous avons tendu notre micro à deux de leurs encadreurs pour savoir si le niveau de ces candidats les rassurait. Nous sommes en train de renforcer le niveau, pour booster un peu le niveau de nos apprenants qui ont choisi. Parce qu'en classe, c'est vrai, les enseignants font tout, et explication, tout est fait, mais bon. Et il y a certains qui préfèrent aller chercher ailleurs, entendre autre son de cloche, quoi. C'est du social, parce que c'est forfaitaire. Quand on fait le calcul, ça doit faire un truc de 100 francs ou 200. Hein. Vous voyez, pas patience. Bon, les sciences mathématiques ne sont pas des sciences aussi faciles que ça, mais avec ce que nous avons fait, nous avons foi en ces candidats, qu'ils ont pu enregistrer beaucoup de choses et ils mettront le paquet à partir de lundi. Et nous prions pour que tout se passe très bien et tout se passera très bien grâce à Dieu et que les parents soient confiants que le résultat serait au bout du tunnel. Si on dit qu'on n'est pas prêt, on ne sera jamais prêt. Vous voyez, les apprenants que nous avons devant nous, je pense que ils sont conscients. Ils sont conscients parce que quand on leur demande de venir même à 7 heures, même des coups imprévus, quand on leur fait signe, ils sont là à l'heure et ils répondent. Donc déjà là, il y a la conscience là qui est dedans. Et en plus de ça, la concentration. Réviser à l'école à quelques heures du bac pourrait embrouiller les candidats. Mais le candidat Audrey Paulin-Koundé pense le contraire. Pour lui, c'est plutôt une bonne approche. Pas du tout. Parce qu'avant de venir au TD, il faut d'abord apprendre. Quand tu n'as pas ton cours, quand tu n'as pas bien eu le temps d'assimiler les cours, tu ne peux pas venir au TD, bien, tu ne peux pas suivre les TD. Donc, il nous aide maintenant à exploiter ce qu'on a eu comme cours durant l'année scolaire pour nous en sortir dans les exercices. Le bac 2023 se tiendra du lundi 19 au mercredi 21 juin 2023.
Et puis, en prélude au match Bénin-Sénégal prévu pour se jouer au stade de l'Amitié de Cotonou, ce soir à 20h, les Guépards du Bénin ont organisé une conférence de presse pour donner un aperçu sur l'état d'esprit de l'équipe avant le match et rassurer de leur engagement à montrer une belle performance face à l'équipe championne d'Afrique. Les propos sont recueillis par Grace Avaligbe, Peggy Ludovic Dagbar. Le défi, c'est simple, c'est de tenir tête à cette grande équipe sénégalaise qui est invaincue en Afrique depuis très longtemps, qui a gagné tous ses matchs de qualification pour le moment et qui mérite d'être reçue, je veux dire, avec respect, mais aussi avec ambition. Car même si ce match n'est pas encore décisif, on le sait parce que quoi qu'il arrive, ça sera la dernière journée qui sera décisive, quel que soit le résultat. Ça sera au Mozambique qu'il faudra faire un résultat aussi, puisqu'on a été battu ici contre le Mozambique. Donc c'est le goal average particulier qui, dans ces cas-là, compte. Donc c'est un match qui n'est pas encore décisif, mais c'est un match important pour voir si on a progressé, pour voir si on ne va pas encaisser 5 buts comme le Mozambique, par exemple. On a vu des titres hier dans la presse sénégalaise que l'armada, la grosse armada est là pour nous exploser. Donc on va essayer de ne pas se laisser exploser et de tenir tête à cette grande équipe sénégalaise. Comment on aborde ce match demain? Nous sommes un challenger. Nous n'avons pas encore remporté un match sur le terrain. On en a gagné un sur tapis vert. Et évidemment, l'envie de créer la surprise, elle est là. Il faudra être bien organisé. On sait que leur armada offensive est capable de marquer des buts pratiquement à chaque attaque. Donc c'est notre défi, c'est de présenter une meilleure défense que la dernière fois. Et la défense, c'est question de toute l'équipe, c'est pas seulement les 4 ou 5 défenseurs. Peut-être qu'on va jouer encore avec 3 défenseurs centraux, puisque Cédric, maintenant, Moutonji est rétabli. Donc ça va nous permettre d'avoir une bonne base défensive. Et chaque fois que nous avons le ballon, procéder par attaque rapide. Parce que je pense que les Sénégalais, même s'ils sont très athlétiques, peuvent avoir peut-être aussi des moments de déconcentration et avec la volonté de bien faire, avec la technique que nous avons quand même des atouts offensifs aussi qu'on voudrait voir, mais tout doit être basé sur des fondations solides. Bon, ça ne sera pas un match de revanche. Je pense qu'on était mal parti dans cette compétition. Donc on a la chance aujourd'hui d'être à la seconde place. On sait qu'on joue une équipe, l'équipe championne d'Afrique, le Sénégal. Donc on sait que ça ne va pas être un match facile. Maintenant, revanche, non. Je pense qu'il faut qu'on se focalise sur nous. On a la chance aujourd'hui d'être deuxième de ce groupe. Donc le plus important, c'est de regarder ce qu'on sera capable de faire demain, même si on va jouer le champion d'Afrique. Nous, on vise la prochaine qualification pour la Coupe d'Afrique. Donc ça ne sera pas une revanche, mais je pense que comme l'a dit le coach, on est à domicile et je pense que le fait d'avoir une chance encore de pouvoir se qualifier, ça passera par ce match, même si, comme l'a dit le coach, le dernier match sera le plus important, mais aussi ce genre de match nous permettra, nous aussi, de montrer qu'on a vraiment progressé et on a envie de gagner ce match parce qu'on va le faire. En tant que compétiteur, on a toujours envie de démarrer un match. Maintenant, après, on est dans un groupe où il y a de la qualité, il y a des bons jeunes qui sont présents. Donc, le choix revient au coach. Mais si le coach me demande de débuter, non, je ne dis pas que je suis prêt. Les Lions de la Teranga s'étaient également prêtés à l'exercice de questions-réponses devant la presse béninoise et sénégalaise hier. En prélude au match Bénin-Sénégal, le sélectionneur Aliou Cissé estime qu'il faut être assez humble devant une équipe comme le Bénin pour continuer à hisser haut le drapeau sénégalais. On suit. Je crois que la spécificité de notre nation, qui est le Sénégal, c'est l'humilité. Et l'équipe nationale du Sénégal aujourd'hui représente l'humilité. Nous n'avons jamais crié notre suprématie et pourtant depuis des années et des années on est sur le toit de l'Afrique. Mais comme je l'ai dit,
Ça fait plus de bientôt 30 ans que je suis dans ce métier-là et je sais que l'humilité est très importante pour de véritables compétiteurs. Nous venons avec cette humilité ici, mais tout en restant professionnel et essayer aussi de faire le meilleur match possible et essayer de faire le meilleur résultat possible. C'est ce qui nous amène. Concernant Elimane, comme vous le savez, oui, c'est vrai dans la presse sénégalaise, il attend un heureux événement aujourd'hui. Sa femme est en état, donc on a préféré le laisser avec sa femme et nous prions pour lui et toute sa famille que le bébé arrive dans de meilleures conditions. On aborde avec beaucoup de sérénité. D'abord, dire bonjour à tous les Béninois, au peuple béninois, passer le bonjour aussi à mon ami Kermont. C'est un plaisir pour nous d'être ici. Effectivement, nous sommes, comme vous le dites, champions d'Afrique. On est qualifiés, comme vous le dites aussi. Mais ce fut un long trajet, difficile, quand on sait que se qualifier en Afrique, ce n'est jamais évident, ce n'est jamais facile. Nous sommes très contents d'être là avec cette qualification, mais effectivement, il reste encore 2 matchs. Ces matchs-là, on a envie aussi de bien les terminer et bien terminer ces éliminatoires de la CAN 2024 pour bien aborder les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc, avec beaucoup de motivation, nous sommes ici et avec beaucoup de professionnalisme aussi, bien sûr. C'est clair que ça n'a pas été une saison facile pour moi. Mais après, voilà, aujourd'hui je suis en sélection, je joue avec la sélection, je représente la sélection et voilà, ma tête elle est qu'avec la sélection et on s'est bien préparé durant plusieurs jours pour être prêt demain. Et je pense qu'on a travaillé très très dur et ce qui est sûr c'est qu'on donnera tout demain. Et on a un adversaire qui joue quelque chose. Certes, c'est vrai que nous on est qualifiés, mais on représente quand même notre pays, on défend nos couleurs, donc on se doit de tout donner et d'avoir un résultat. Tous les matchs sont importants. Vous savez, on joue pour un pays africain, on sait très bien que seule la victoire compte. Donc voilà, que ce soit le match de demain ou le match du Brésil, voilà, pour l'instant, on pense au match de demain parce que c'est le match qui est le plus proche. On en a beaucoup travaillé pour ce match et je pense que voilà, il n'y a pas un match qui est plus important que l'autre. Le Palis, projection à venir, Nous refermons ce volet sport. Le secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et de la coopération a procédé au lancement de l'exploitation du module P7 du système d'information de gestion des finances publiques sur la comptabilité des matières. C'était au Palais des Congrès à Cotonou au cours d'une cérémonie qui a réuni différents acteurs concernés. Ensuite. La présente réforme de la comptabilité des matières de l'État vise à contribuer à l'amélioration de la performance et la transparence du système d'information de gestion des finances publiques du Bénin. Il s'agit d'un nouveau système développé pour faciliter la gestion des matières de l'État et de la comptabilité des matières. À travers cette réforme, les objectifs de l'État béninois sont clairs. L'objectif poursuivi par l'État dans la mise en œuvre de la réforme sur la comptabilité des matières est d'assurer l'assainissement des finances publiques à travers une gestion transparente, saine et rationnelle des biens acquis, afin de prévenir toute utilisation abusive et toute soustraction frauduleuse. Désormais, la tenue de la comptabilité des matières et la gestion du patrimoine non financier de l'État ne se feront que dans le SIGFP à travers le module P7. Sur le plan juridique, la comptabilité des matières repose sur 2 catégories de tests. Nous avons d'abord les tests communautaires, qui sont des tests édités par l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui notamment la directive numéro 003/2012 portant sur la comptabilité des matières au sein de l'UEMOA. Après, nous avons les tests nationaux qui ont marqué l'internalisation de cette directive-là. Et là, nous avons d'abord le décret numéro 2017-108 portant sur la comptabilité des matières et tous les autres tests d'application qui ont suivi ce décret-là. Pour la mise en place de ce logiciel, l'État a fait appel à un expert en comptabilité des matières qui nous parle ici des avantages de cette réforme. C'est une source d'économie parce que ça va éliminer
progressivement les gaspillages, les dilapidations des biens publics en nature et surtout l'appropriation, abusement des biens de l'État par des tiers. De façon spécifique, la comptabilité des matières va permettre au Bénin désormais d'avoir un état de l'existence de son patrimoine non financier à travers toutes ses composantes, que ce soit les terrains, les bâtiments, les véhicules, les fournitures de bureaux, les ordinateurs. On saura quel nombre de biens du genre l'État a. Où est-ce qu'il se trouve, dans quel magasin cela signifie, dans quel service, auprès de quel directeur et surtout à la disposition de quel agent. Le directeur du matériel et de la logistique a invité les acteurs à une utilisation professionnelle du logiciel afin d'améliorer la signature du Bénin au niveau des partenaires. Acte de solidarité dans la commune de Zé. Les habitants de Dodji Bata ont conjugué leurs efforts financiers et physiques pour fermer les nids de poules qui se trouvent sur le tronçon Zé-Plaque-Zé Centre. Objectif, éviter les nombreux cas d'accidents mortels que causent ces trous. Reportage Carnot François Rumbedireto. Pendant longtemps, les habitants de Dodji-Bata dans la commune de Zé ont été victimes des cas d'accidents causés par les crevasses qu'on retrouve sur le tronçon Zé-Plaque-Zé Centre. Pour limiter les dégâts, ils ont dû cotiser entre eux pour s'acheter le nécessaire afin de fermer eux-mêmes ces nids de poules. Nous nous sommes mobilisés pour une cause commune parce que le tronçon qui nous a été fait depuis fort longtemps est en cours de destruction. La voie est dégradée où nous enregistrons assez de cas d'accident. Et même la semaine passée, il y a l'un de nos parents et l'un de nos frères qui ont subi un cas d'accident. Malheureusement, le petit s'est éteint. Donc pour ce but, nous nous sommes décidés de cotiser à propre fonds entre nous afin de pouvoir régler les petits soucis qui sont sur la voie. Nous avions porté la doléance à nos autorités. Mais vous savez bien que les procédures administratives, ça prend du temps. Donc pour cette raison, on a décidé d'aller à propre fonds. C'est de là aujourd'hui, on s'est mobilisé, vous voyez cet effectif autour de nous. En attendant la réaction des services compétents, le soutien des usagers ne s'est fait pas attendre selon leurs propos. Quand on est même sur le tronçon, il y a assez de gens qui nous ont soutenus. Les passagers n'en manqueront pas, ils viennent, ceux qui ont des soutiens financiers, ceux qui ont des soutiens, des dons, ils nous le font à tout moment. Donc ils sont vraiment contents parce qu'ils voient que nous sommes en train de sauver la vie de toute la commune de Zé. Conscients que leurs aides constituent une solution éphémère, ils sont obligés de se retourner vers les autorités compétentes. J'envoie un fort message à l'endroit du gouvernement, en l'occurrence le ministère en charge de la voie des travaux routiers, qui porte cette doléance au chef de l'État, son Excellence M. Patrice Guillaume Atanas Talon, pour qu'il puisse penser à la commune de Zé, pour que nous puissions quitter cette situation critique. Quand on sait que c'est le seul tronçon qui relie Zé-Plaque à Zé Centre, la réhabilitation au plus vite de ce dernier fera le bonheur des habitants et des usagers. Hors de nos frontières, à présent, Emmanuel Macron a accueilli pour un déjeuner de travail Mohamed Ben Salman, MBS, surnom du jeune dirigeant de facto du riche royaume pétrolier. Après le nouvel échec du Parlement libanais à élire un président, la situation du pays de Cèdre a été au centre des discussions. On écoute ici le commentaire. Le président français Emmanuel Macron et le prince héritier d'Arabie Saoudite Mohamed Ben Salman ont rappelé la nécessité de mettre rapidement un terme à la vacance politique institutionnelle au Liban, a indiqué ce vendredi 16 juin dans la soirée l'Élysée après une rencontre entre les deux dirigeants. L'absence de président depuis 8 mois reste l'obstacle majeur à la résolution de la sévère crise socio-économique du pays, ajoute la présidence française dans un communiqué. Le Parlement libanais a échoué mercredi pour la 12e fois à élire un président
président et le bras de fer entre le puissant Hezbollah pro-iranien et ses adversaires aggrave le risque d'une vacance prolongée dans le pays. En plein effondrement économique, le Liban est dirigé par un gouvernement démissionnaire au pouvoir réduit. La France est ainsi disposée à accompagner l'Arabie saoudite dans le renforcement de ses capacités de défense. Emmanuel Macron a rappelé la volonté des entreprises françaises de continuer d'accompagner l'Arabie saoudite dans la mise en œuvre de son ambitieuse vision 2030, un vaste programme de réforme. Le président de la République a ainsi mis en avant le savoir-faire reconnu des entreprises françaises, notamment en matière de transition énergétique, de transport, de santé et dans les nouvelles technologies. Après Kiev, la délégation africaine est ce samedi à Saint-Pétersbourg pour rencontrer Vladimir Poutine en vue d'amorcer des négociations entre Kiev et Moscou malgré le rejet par Volodymyr Zelensky de son offre de médiation. On suit ici le commentaire. Cyril Ramaphosa, Macky Sall et Hakainde Hichilema ainsi que Azali Assoumani qui dirigent l'Union africaine et des représentants congolais, ougandais et égyptiens sont attendus à Saint-Pétersbourg à la mi-journée pour rencontrer Vladimir Poutine. Après une étape à Kiev hier, les 4 chefs d'État font rencontrer Vladimir Poutine lors du forum économique de la ville, forum auquel RFI n'a pas pu être accrédité comme tous les médias de pays classés inamicaux par la Russie. Communication de téléphone mobile bloquée, chiens renifleurs patrouillant dans les bâtiments du forum, longue file de véhicules attendant d'être fouillés. Selon un média local, Saint-Pétersbourg est sous haute surveillance. Les mesures de sécurité y sont qualifiées par le porte-parole du Kremlin de sans précédent. C'est que la Russie a été la cible des dernières semaines de nombreuses attaques de drones, y compris sur le Kremlin, d'une incursion armée et d'explosions imputées par Moscou aux forces de Kiev. En pleine contre-offensive ukrainienne, la Russie s'inscrit toujours dans l'affrontement pour les prochains mois au moins. Ce vendredi encore, Vladimir Poutine, comme à son habitude, montrait les muscles, affirmant qu'en cas de livraison d'avions de chasse américains F-16, il serait détruit. Il a précisé aussi le calendrier de déploiement d'ogives nucléaires russes en Biélorussie d'ici à la fin de l'année. Sur le papier, la Russie accueille pourtant cette médiation avec bienveillance. La rhétorique est d'autant plus brandie en Russie qu'on souhaite attirer dans son camp les dirigeants africains. Moscou a aussi en ligne de mire le sommet russe-Afrique à Saint-Pétersbourg dans 5 semaines. Nous refermons ainsi donc cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.